Très bien. Bonjour à tous. Merci, Guénia, pour votre invitation. C'est un sujet effectivement intéressant. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran là, en plein écran. Parfait. Impeccable. Donc, je suis Étienne Deveau de la CRAMIF Antenne 77, CRAMIF, Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Je suis ingénieur conseil rattaché donc à la Seine-et-Marne. Et je vais vous présenter un peu plus en détail après ce que c'est la CRAMIF notamment. Donc le sujet aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'est comment manager efficacement la prévention des risques professionnels dans son entreprise. Pourquoi le faire? Pourquoi mettre en place une dynamique de prévention des risques professionnels dans l'entreprise? Et comment faire? Alors, on n'a pas un temps très grand, hein. Moi, cette sensibilisation, je peux la faire en 1 heure déjà pour que vous puissiez avoir quelques vernis qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, je peux la faire en 2 jours aussi pour si vous voulez rentrer plus dans le détail. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est 1 heure. C'est bien ça, hein. On ne va pas déborder sur 2 jours. Tout à fait. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous présenter très rapidement ce que c'est la CRAMIF, les enjeux de la prévention, comment on peut structurer sa démarche et vous proposer quelques outils qu'on peut vous mettre à disposition, que vous pouvez trouver pour pouvoir organiser cette démarche, structurer cette démarche. Et puis on terminera bien sûr avec les contacts et quelques liens pour vous aider à vous repérer avec nos ressources qu'on peut vous mettre à disposition. Alors, la CRAMIF. La CRAMIF, qu'est-ce que c'est? La CRAMIF, c'est la caisse, comme je disais tout à l'heure, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Donc, comme vous le voyez là, on couvre le secteur de l'Île-de-France. Des caisses régionales, il y en a dans chaque région. En province, pour ceux qui ont eu l'habitude de travailler avec nos structures, ça s'appelle des CARSAT depuis 2010, des caisses d'assurance retraite et de santé au travail. Nous, on n'est pas une CARSAT parce qu'on ne gère pas la retraite en Île-de-France. Donc voilà. Donc c'est un organisme de la sécurité sociale. C'est un organisme de droit privé. Nous sommes des salariés de droit privé et nous avons une mission de service public. La sécurité sociale, je vais vous la montrer tout de suite. La sécurité sociale, c'est 5 branches. Alors, on peut dire 6 branches, puisqu'on a la branche maintenant pour, comment ça s'appelle, la branche pour les personnes âgées. Je ne sais plus comment on l'appelle. Mais voilà, la principale branche que vous connaissez, c'est la branche maladie, la CEPAM, quand vous vous adressez à eux pour vous faire rembourser vos soins, et ils vous remboursent vos soins. La branche retraite, on en a parlé pas mal ces derniers mois et on en reparlera dans les années à venir, je pense. La branche famille, la CAF, les allocations familiales, les aides au logement, etc., les APL. La branche risque professionnel, la branche qu'on appelle aussi accident de travail, maladie professionnelle, ATMP. Donc, c'est la branche à laquelle appartient la CRAMIF. Et la branche recouvrement, qui est l'URSSAF, en fait, qui collecte toutes les cotisations sociales que vous pouvez trouver sur vos fiches de paye. Donc moi, je distingue bien charge sur une fiche de paye et cotisations sociales. Les cotisations sociales sont prélevées par l'URSSAF et servent après à faire fonctionner la sécurité sociale en termes de maladie, retraite, famille et risques professionnels. Donc les missions de la branche risque professionnel, c'est prévenir, c'est la direction à laquelle j'appartiens, service prévention, donc prévenir les risques professionnels, éviter que les salariés soient exposés à des risques dans leur travail. Donc nous intervenons pour des missions de contrôle des entreprises, des contrôles qui se transforment très souvent en conseils, mais notre mission première, c'est de contrôler les entreprises du régime général pour s'assurer que les salariés ne sont pas exposés à des risques professionnels. Après, vous verrez, on a toute une facette, toute une multitude, une palette d'actions pour pouvoir mener à bien cette action de prévention.
réparer, la branche risque professionnel répare, indemnise les victimes ou leurs ayants droit en termes de soins, en termes d'hygiène. Donc, c'est là où c'est un petit peu complexe, c'est que c'est pas la CRAMIF qui va verser les prestations aux bénéficiaires, mais c'est la CEPAM. C'est pour ça qu'il y a aussi dans les CEPAM une direction risque professionnel qui indemnise les victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Et la direction, la mission de tarification, c'est la direction chez nous qui va calculer les taux de cotisation ATMP et qui va les notifier aux entreprises. Alors avant, elles étaient notifiées par courrier. Maintenant, elles le sont de manière dématérialisée par Net Entreprise. C'est un taux de cotisation que vous voyez sur votre fiche de paye et qui varie chaque année. Contrairement aux autres taux de cotisation, retraite, CSG, RDS, etc., qui alimentent les autres branches, le taux de cotisation ATMP évolue chaque année. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour les entreprises de plus de 150 salariés, c'est ce qu'on appelle un taux propre, c'est calculé sur ce qu'a réellement coûté l'entreprise. Donc après, il y a une pondération sur 3 ans, etc. Mais bon. Donc en fait, une entreprise de plus de 150 salariés rembourse intégralement à la branche ATMP par l'intermédiaire du taux de cotisation les indemnités journalières et les soins qui ont été et les autres indemnités que peuvent toucher les victimes d'accidents de travail, maladies professionnelles. Pour les entreprises de moins de 150 salariés jusqu'à 20, c'est ce qu'on appelle un taux mixte. Et parce que pour les entreprises de moins de 20 salariés, c'est un taux collectif, c'est-à-dire que c'est toutes les entreprises, tout ce que coûtent les accidents de travail, maladies professionnelles pour les entreprises de moins de 20 salariés d'une même activité, entreprise de logistique, une entreprise une clinique, voilà, ça va être dans des codes risques différents. On va faire la moyenne sur chaque code risque et puis on va le notifier après aux entreprises. Mais ça varie. Alors là, ça varie moins parce que effectivement, c'est mutualisé pour les petites entreprises, mais ça peut varier quand même. C'est le seul taux de cotisation qui n'a pas besoin d'être voté par le législateur pour pouvoir évoluer. C'est vraiment la sinistralité du secteur d'activité ou de l'entreprise qui conditionne ce taux de ce taux de cotisation, cette tarification. Voilà. Pour l'Île-de-France, la CRAMIF couvre donc 530 000 établissements, assure 530 000 établissements, qui représentent 5 millions et 31 000 salariés. En Seine-et-Marne, il y a 40 000 établissements à peu près. Pour l'Île-de-France, on est donc 8 antennes départementales, une antenne par département, comme le nom l'indique. On a 3, qu'on appelle laboratoires, laboratoire de mesure, un centre de mesure physique qui va intervenir dans les entreprises pour faire des mesures de ventilation, de bruit, de vibration notamment. Tous les risques physiques en fait. Un laboratoire de toxicologie qui va venir mesurer dans les entreprises les expositions à des risques chimiques et un laboratoire de risque biologique qui va venir aussi mesurer dans les entreprises les expositions, les concentrations sur des risques biologiques, donc des agents biologiques auxquels peuvent être exposés les salariés. Et on a aussi un service formation. euh, J'insiste aussi là-dessus, c'est que le service formation, vous verrez, le catalogue 2024 vient d'être mis en ligne sur notre site cramif.fr. Vous verrez tout un panel de formations. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent ces formations qu'on propose. Alors, j'ai souvent la discussion avec les collègues quand je présente ce service formation. Moi, je dis ces formations sont gratuites. Alors, les collègues disent non, elles ne sont pas gratuites, elles sont prépayées par votre taux de cotisation parce que nous, on est payé par notre fonctionnement est assuré par les taux de cotisation, enfin, par les cotisations qui sont prélevées aux entreprises. Donc, notre service formation avec les collègues qui assurent ces formations-là, les formateurs, sont payés par cet intermédiaire-là, enfin fonctionnent grâce à ces cotisations-là. Et donc, du coup, on ne va pas vous refaire payer une cotisation que vous avez déjà prépayée, quoi. Voilà pourquoi, quand vous venez chez nous vous inscrire, on ne vous demande pas des droits d'inscription supplémentaires, quoi.
Donc voilà, vous verrez, il y a tout un panel de formations depuis la formation des dirigeants pour initier justement des démarches de prévention dans leur entreprise, des formations pour aider à l'analyse des risques, à construire une bonne analyse des risques, des formations sur le risque explosif, sur les RPS, les risques psychosociaux. Voilà, vous avez tout un panel de formations qui vous sont proposées. Voilà. Alors, comment nous on agit dans les entreprises? Donc, comme je disais tout à l'heure, on est votre assureur obligatoire sur le risque accident de travail, maladie professionnelle. On a des missions de contrôle qui se transforment très souvent en conseil et on- à l'issue de ces interventions dans les entreprises, on va formuler des recommandations. Alors, si l'entreprise voilà, a une dynamique de construction de quelque chose, d'écoute, ben, on est dans des recommandations et on avance comme ça. Si on rencontre des entreprises qui ne sont pas sensibilisées, enfin qui ne sont pas à l'écoute, on a des procédures plus coercitives qui peuvent atteindre après, déboucher sur une majoration du fameux taux de cotisation que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure. Et ce taux de cotisation, pour les entreprises qui jouent vraiment, vraiment, vraiment pas le jeu, on n'en a pas beaucoup. Mais bon, c'est un des flèches qu'on a dans nos arcs, à notre arc, on peut multiplier par 3 le taux de cotisation. Une entreprise qui cotise à 3%, elle peut se retrouver, parce qu'elle ne se fait pas, elle ne met pas en place les mesures que nous, on attend, elle peut se retrouver à 9%. Et voilà. Bon, honnêtement, les entreprises, voilà, on n'est pas non plus à tomber sur les entreprises tout de suite. On préfère, nous, travailler en conseil. Et conseil, on sait que les choses n'évoluent pas forcément très rapidement. Voilà, après, c'est aussi une question de rapport entre le contrôleur de sécurité qui va intervenir. Voilà. Le service prévention de l'antenne 77 à laquelle j'appartiens en Seine-et-Marne, donc, est composé de contrôleurs, d'ingénieurs et d'assistantes qui nous aident à faire tourner tout ça. On est deux ingénieurs à animer l'antenne, un responsable et moi-même, je suis son adjoint. Et on a neuf contrôleurs de sécurité qui interviennent sur tout le département, donc les 40 000 établissements. On en a 6 qui sont dédiés à l'industrie et services. Alors, l'industrie et services, c'est tout ce qui n'est pas bâtiment et travaux publics, puisqu'on en a 3 contrôleurs qui interviennent sur ce qu'on appelle le BTP, donc les chantiers et les entreprises du BTP, mais principalement les chantiers, pour contrôler ce qui est mis en œuvre pour préserver, encore une fois, la santé et sécurité des salariés. En termes d'outils qu'on a aussi, c'est les incitations financières. On verse des subventions aux entreprises de moins de 200 salariés, moins 50 salariés. On reviendra plus en détail tout à l'heure dessus. On a les supports techniques, je vous ai parlé tout à l'heure des 3 laboratoires, mesures physiques, risques chimiques et risques biologiques. On peut aussi vous accompagner sur la conception des lieux de travail. Quand on est une entreprise, quand on est un chef d'entreprise et qu'on prévoit une modification, une extension, une réorganisation, c'est pas quelque chose qu'on fait couramment. Si on le fait 2, 3 fois maximum dans sa carrière, voilà, c'est pas le métier de transformer son lieu de travail, ou de concevoir une nouvelle entreprise, un nouvel établissement. Donc nous, là-dessus, on a des outils, on peut vous accompagner et on préfère intervenir en amont avec vous pour dire attention, est-ce que vous avez pensé à ceci, à cela? Moi, ça m'est arrivé de travailler avec des architectes sur la conception d'une clinique et même si c'était un architecte, ça fait 30 ans qu'il faisait des cliniques, on a revu un certain nombre de choses sur son plan parce que ils n'y avaient pas pensé et en associant, on en reparlera tout à l'heure, en associant les salariés qui vont travailler qui travaillaient dans cette clinique, ben, on a vu des choses, des écueils que lui n'avait pas vus, même si ça faisait 30 ans qu'il le faisait. Voilà. Et on travaille aussi, et c'est un peu le cœur du sujet aujourd'hui, sur le management de la prévention, comment l'entreprise peut s'organiser parce que nous, on n'est pas un cabinet de consultants pour vous accompagner à mettre en place une organisation, hein. Comme je l'ai dit, on est 9 contrôleurs pour 40 000 établissements.
Donc vous imaginez un peu le taux de, le taux de fréquence, enfin le taux le nombre d'entreprises qu'on peut toucher directement, c'est pas énorme. Donc l'idée, c'est que vous puissiez monter en compétences, gagner en autonomie et mettre en place une organisation de la prévention qui soit efficace et qui réponde à nos attentes. Alors, ce n'est pas nos attentes qui sont importantes, c'est le fait que nos attentes permettent de préserver la santé et sécurité des salariés. La finalité de nos interventions, c'est préserver la santé et sécurité des salariés, quels que soient les risques. On parle de risques physiques, de risques chimiques, et de risques psychosociaux aussi, qui sont des risques comme les autres, mais parfois plus compliqué à appréhender. Mais on intervient aussi sur ce domaine-là. Voilà. Très brièvement, la CRAMIF, je ne sais pas si vous avez des questions, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait dans les conversations. Je continue. Evgenia, il n'y a rien Non, qui est pas de remonté. questions à ce stade. Ok, merci. Les enjeux. Pourquoi faire de la prévention dans son entreprise? Quel est l'intérêt? Alors, nous, on a coutume de classer ces enjeux de notre façon de classer. Après, peut en avoir d'autres, mais voilà, c'est comme ça que nous, on a l'habitude de présenter. On a trois catégories d'enjeux. Les enjeux humains, les enjeux juridiques et les enjeux économiques. Alors, on va rentrer dans le détail un petit peu plus pour chacun. Alors, les enjeux humains et sociaux. L'important, quand on fait de la prévention des risques professionnels dans son entreprise, c'est de préserver l'intégrité physique des salariés, physique et psychique d'ailleurs. Cette diapo mériterait d'être un peu plus précise parce que l'intégrité de la santé des salariés. Un salarié qui rentre chez lui ne doit pas repartir chez lui en moins bonne santé que quand il est arrivé dans l'entreprise. Voilà. Une entreprise ou une action qui est bien menée, enfin un travail qui est bien mené, ne doit pas épuiser le salarié au travail. Alors bien sûr, on est fatigué parce qu'on a travaillé, mais moi avant de rentrer avec Ramif, ça fait une quinzaine d'années que j'y suis et j'ai fait une quinzaine d'années en tant que responsable production dans des entreprises de différentes tailles. J'avais des chefs d'équipe qui, j'avais notamment une fois un chef d'équipe qui passait sa journée à courir à droite à gauche pour gérer sa ligne de production qui était tout en longueur. Et voilà. Et en fait, à la fin de la journée, il était fatigué. Et je lui expliquais que son rôle n'était pas de courir partout, son rôle était d'organiser son activité, l'activité de sa ligne de production pour que ça tourne, mais qu'il devait peut-être s'appuyer sur des salariés un petit peu plus compétent, qui avait la capacité de prendre un peu plus de recul. Mais le but du jeu, c'était pas qu'il soit fatigué. Une bonne journée de travail n'est pas une journée où on est complètement fatigué à la fin de sa journée. Si on est complètement fatigué à la fin de sa journée, c'est que il faut se poser des questions. Il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, préserver l'intégrité physique et psychique des salariés, c'est le salarié, il rentre chez lui. Et je pense que c'est un des enjeux parce que, en tant que chef d'entreprise, qui est responsable numéro un de la santé et sécurité des salariés, le Code du travail dit que c'est une obligation de préserver la santé et sécurité des salariés. Il a une obligation de résultat. Il y a quelques années, le Code du travail avait des articles qui donnaient des obligations de moyens. Mais maintenant, depuis 1991, le Code du travail donne une obligation de résultat au chef d'entreprise. Donc, il doit envoyer chez lui ses salariés en bonne santé. L'enjeu sociétal aussi, c'est la désinsertion professionnelle. Quelqu'un qui est arrêté et qui ne vient plus travailler, au bout d'un moment, le risque, c'est qu'il y ait une désinsertion professionnelle. Alors, soit il ne veut plus travailler parce qu'il a été abîmé, cassé, excusez-moi du terme, mais cassé dans son entreprise. Et donc, du coup, comme il ne savait faire que ça et qu'il ne sait pas faire autre chose, et qu'il n'a pas la capacité de se former parce que c'est comme ça, c'est son profil, eh ben, on se retrouve avec des gens qui ne peuvent plus se remettre au travail. Donc, on est en problématique de désinsertion professionnelle. Et ça coûte cher à la société aussi. La désinsertion professionnelle, ça coûte cher à la personne parce qu'elle se retrouve dans un cycle qui n'est pas très
positif, mais ça coûte cher à la société. Et donc, du coup, on en reparlera sur les enjeux financiers. L'entreprise le paye quelque part. Il n'y a pas d'argent magique. Le quoi qu'il en coûte, qu'on a entendu il y a quelques années, il y a peu de temps, mais voilà. Donc, il n'y a pas d'argent magique, hein. Donc, l'argent, il est prélevé quelque part. Plus vous avez de gens qui sont en désinsertion professionnelle, plus les cotisations sociales sont élevées. Vous savez très bien pourquoi. Donc voilà, donc l'humain doit être au cœur de l'entreprise. C'est pour ça que je vous ai mis aussi ce petit dessin qui dit que l'entreprise, c'est de la rentabilité, de la croissance, c'est des résultats, de la compétitivité, du travail, mais aussi de l'humain. Si on ne met pas l'humain au cœur de son entreprise, il y a un problème. Les enjeux, ils sont aussi juridiques. Comme je vous disais tout à l'heure, le chef d'entreprise, il a une obligation de résultat en santé, sécurité au travail. Donc, il y a un compromis, ce qu'on appelle le compromis de 1898, je remonte très loin, qui a établi que, voilà, c'est historique, mais c'est important de le préciser, qu'un accident de travail avait une imputabilité, enfin, était reconnu directement comme accident de travail s'il avait lieu au temps et au lieu de travail, voilà. Et moyennant quoi, il n'y avait pas de, comme le salarié n'avait plus à prouver qu'il avait eu cet accident à cause du travail, il y avait un engagement de ne plus avoir de mise en cause de l'employeur. N'empêche que, le Code du travail, comme je dis, demande au chef d'entreprise de préserver la santé et sécurité. Donc, si j'ai un accident dans mon entreprise, je suis responsable. Et bon, si c'est un petit accident, voilà, il ne va pas y avoir de conséquences juridiques. À partir du moment où on commence à parler d'accidents graves avec des incapacités permanentes, voire d'accidents mortels, là, il y a un problème, parce que du coup, l'inspection du travail va aussi intervenir et va faire un rapport au procureur, et c'est le procureur qui va décider on y va, on n'y va pas. Donc, il y a les responsabilités, ce que j'ai mis là-dessus, je ne vais pas vous faire la vidéo, mais si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est un avocat, Maître Ledoux, qui présente ça dans une conférence, la différence entre responsabilité pénale et civile, c'est assez instructif. Ça permet de bien comprendre ce qu'on appelle civil. Un civil, j'ai pas respecté le contrat, entre guillemets, donc je dois des indemnités euh, au-delà des indemnités conventionnelles, mais je dois d'autres indemnités parce que j'ai pas respecté mon contrat à la victime ou à ses ayants droit. La responsabilité pénale, c'est... Alors, les indemnités, c'est l'entreprise qui prend en charge. Donc, en tant que chef d'entreprise, des fois, on n'est pas forcément directement concerné. Par contre, responsabilité pénale, là, c'est la personne. C'est la personne qui est concernée. Et là, c'est plus compliqué, quoi. Et puis, il y a aussi les procédures de faute inexcusable, hein. De plus en plus, comme je le mets là, on est dans une dynamique de plus en plus de judiciarisation de la société. Il y a des cabinets d'avocats qui mettent en avant la notion de faute inexcusable. En gros, la faute inexcusable, pour faire simple, c'est le salarié qui peut se retourner par l'intermédiaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, le TAS, contre l'employeur parce qu'il a eu un accident chez lui. Alors nous, on en voit passer parce qu'on nous demande d'instruire, si on a des éléments pour instruire la faute inexcusable. Les fautes inexcusables, ça va de je me suis fait mal au dos en portant un colis et donc l'employeur est responsable parce qu'il n'a pas mis, etc. Bon, ce qui peut donner lieu à des indemnités complémentaires par rapport aux indemnités classiques, parce qu'il y a eu un préjudice, etc. Donc, faute inexcusable, à les ayants droit qui se retournent contre l'entreprise, puisqu'il y a eu un accident mortel, et on considère que l'employeur n'a pas mis en œuvre les éléments pour préserver la santé. Alors, la faute inexcusable, on est sur plus, alors, c'est tribunal des affaires sociales, affaires de sécurité sociale qui va statuer, mais on est sur du civil, donc c'est des indemnités. N'empêche que voilà, c'est l'indemnité, ça a quand même un coût pour l'entreprise. Et c'est pour ça que j'en viens aussi notamment aux enjeux, au troisième famille d'enjeux, c'est l'enjeu économique. Et là, il faut mettre les chiffres en perspective, hein. En France, par an, une étude de l'Institut Sapiens qui est parue en 2018, par an, en France, l'absentéisme coûte 108 milliards, pas des millions, hein, c'est des milliards d'euros.
108 milliards d'euros. À titre de comparaison, alors, oui, pardon. D'abord, ces 108 milliards, on me dit que l'absentéisme, nous, les entreprises, on n'y est pas toujours pour quelque chose, je suis d'accord. L'Institut Sapiens dit, dans son étude, que sur ces 108 milliards, il y a un tiers de l'absentéisme qui est incompressible. C'est-à-dire, c'est de l'absentéisme dû à des maladies liées à l'environnement, à la génétique, etc. Hein. Il y a des cancers, il y a des scléroses en plaques, choses comme ça. C'est pas lié au travail, donc c'est malheureusement des maladies qu'on va trouver. Et là, ça génère de l'absentéisme au travail. Donc celui-là, on n'y peut rien. Il y a de l'absentéisme que moi je qualifie d'utile et de nécessaire. C'est notamment tout ce qui est congé paternité, maternité, principalement. Si on veut renouveler notre société, bah, il faut bien que les familles, les parents puissent agrandir leur famille. Et donc, ça génère de l'absentéisme. C'est pas, donc, moi, ce que je dis à l'absentéisme nécessaire, voilà, toutes ces catégories d'absentéisme sont incompressibles. C'est un tiers de ces 108 milliards. Donc, il en reste à peu près 65-70 milliards, les deux autres tiers. 70 milliards, c'était le chiffre d'affaires à l'époque, c'était PSA, maintenant c'est Stellantis, donc c'est peut-être un peu plus large. Mais à l'époque de PSA, c'était le chiffre d'affaires de PSA dans le monde. 70 milliards. C'était en 2020 par là. Alors, le budget de l'éducation nationale, 70 milliards, un des premiers budgets de l'État. Donc ça veut dire que ces deux tiers qui sont compressibles, on va dire, d'après l'Institut Sapiens, et nous on abonde dans ce sens-là aussi, c'est 70 milliards le budget de l'éducation nationale par an est lié à des mauvaises conditions de travail en entreprise, à de la non-prévention. Les 70 milliards, ce n'est pas les indemnités journalières et les soins des personnes qui sont en arrêt de travail, qui sont en accident de travail ou en maladie professionnelle. C'est ça, plus les coûts, c'est ce que j'appelle le coût direct, partie visible de l'iceberg, plus la partie invisible de l'iceberg, qui est, comme vous le savez, toujours nettement supérieure, qui comprend la désorganisation de l'entreprise parce qu'il y a quelqu'un qui est absent, il faut trouver un remplaçant. Ça comprend le temps qu'il faut pour former le remplaçant. Ça comprend la redistribution du travail sur les collègues parce qu'on n'a pas les moyens, ou on n'a pas le temps, ou on ne peut pas trouver un remplaçant. Ça comprend la perte d'attractivité de l'entreprise parce qu'on y travaille mal dans cette entreprise, on n'a pas envie d'y aller. Et donc, du coup, le processus RH pour recruter est plus long. Voilà, donc il y a des entreprises où les gens, entre guillemets, se battent pour aller travailler. Il y a des entreprises qui, les gens les fuient. Et c'est un vrai sujet à l'heure actuelle où on considère qu'on est un petit peu dans un plein emploi, où les salariés, voire les jeunes générations aussi, ben, sont de plus en plus exigeants sur les conditions de travail. Donc, perte d'attractivité d'entreprise, voilà. C'est ce qu'on appelle tous les coûts indirects. Il y en a beaucoup d'autres, mais sachez que ces coûts indirects, c'est généralement trois fois le coût direct, quoi. Alors, si on parle coût direct, coût indirect, si je vous ramène ça à l'entreprise, hein, les 66 milliards, on n'en gère pas souvent, on n'en a pas, je connais personne qui en est sur son compte en banque. Ramener à l'entreprise, donc les milliards, c'est abstrait, mais ramener à l'entreprise, si vous prenez votre taux de cotisation qui est en moyenne de 3%, mais regardez votre taux de cotisation dans votre entreprise. Si vous prenez votre taux de cotisation et que vous multipliez par 3, vous avez le coût de l'absentéisme dans votre entreprise. Donc c'est à peu près 10% de la masse salariale. 10% de la masse salariale. Et alors moi je dis souvent, donc voilà, c'est un peu le ratio coût direct, coût indirect. Je dis souvent aux chefs d'entreprise, vous râlez parce que votre taux de cotisation, il augmente, votre taux de cotisation, la CSG, la RDS, ça va augmenter de 0,2%, et donc on a une levée de bouclier des patrons, parce qu'ils disent, mais le coût du travail en France, on est étranglé, etc., 0,2% d'augmentation, on ne s'en sort pas. Moi, je ne vous parle pas de 0,2% là, et les 0,2%, c'est le législateur qui le fixe, donc il n'y a pas le choix. Moi, je ne vous parle pas de 0,2%, je vous parle de 10%. 10% dans les entreprises qui peuvent être récupérés parce qu'on va mettre en place
une bonne prévention des risques professionnels parce que les salariés vont être bien dans leur travail. 10%. Alors, on ne va pas les gagner en un claquement de doigts, hein. On va pas, je ne connais pas d'entreprise qui a un taux de cotisation nul parce que tout va bien, etc., etc. Non, mais si déjà on en gagne 20% de ces 10%, on va gagner 2%. 2% comparé aux 0,2% qui met tous les patrons en colère. Chaque patron a une latitude, chaque entreprise a une latitude de gagner, à mon sens, au moins 2% sur sa masse salariale. Après, il faut mettre les moyens, il faut s'organiser il faut se structurer pour y arriver, quoi. Mais l'enjeu, il est là. Il y a les enjeux humains, sociaux. On ne veut pas abîmer les gens, et voilà. Il y a les enjeux juridiques. On ne veut pas finir à payer des indemnités ou finir derrière les barreaux. Et les enjeux économiques, on parle de gains possibles sur la masse salariale. Donc ça, c'est à mettre en perspective aussi. Et si c'est des éléments qui peuvent aider à convaincre une entreprise à se lancer dans l'organisation de la prévention, eh ben, je pense que ça en fait partie. La finalité d'une entreprise, c'est quand même de gagner de l'argent pour pouvoir investir, déjà payer ses salariés, et puis investir, faire tourner son activité, croître, etc. C'est quand même la finalité. Et là, il y a des gains, il y a des gains potentiels qui ne sont pas allés chercher très très loin, etc. Il faut le faire. Mais alors, vous allez me dire, ok, c'est bien, on peut gagner, on a 10% de la masse salariale en moyenne, hein. Euh, En moyenne, parce que moi, là, on suit une entreprise, ils sont en taux de cotisation 14%. Donc, si je le multiplie par 3, vous imaginez, mais bon, là, ils sont c'est un petit peu compliqué. 14% de taux de cotisation. Eux, ils peuvent déjà agir sur le taux de cotisation pour gagner beaucoup. S'ils arrivaient à revenir à la moyenne du taux de cotisation, donc en coût direct, à 3%, ils gagneraient déjà 11% de leur masse salariale. Là, il y a un sujet. Et on les suit pour les aider. Donc voilà, comment s'organiser pour ça? Comment se structurer? Nous, on a pour habitude de dire, pour mieux se structurer, voici les conditions de réussite pour qu'une organisation de la prévention soit bien construite. 5 conditions de réussite avec au cœur la condition de réussite, écouter le réel. Partir des situations de travail, du travail réel, de ce qui se passe réellement dans l'entreprise. On distingue toujours, nous, le travail prescrit, que les têtes bien faites, les managers, les responsables, les chefs d'entreprise disent, voilà, mon activité, c'est ça, pour faire tel boulot, c'est ça. Dans une clinique, pour faire la toilette d'un patient, c'est 10 minutes parce que clac, 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 clac. Ça, c'est le travail prescrit. Travail réel, eh ben, il prend en compte tous les aléas et il est souvent différent du travail prescrit. Donc l'intérêt, c'est vraiment de partir du réel, écouter le réel. Et après, on va les dérouler un peu plus en détail chacun, cadrer, innover, partager, réguler. Mais vraiment au cœur du succès, c'est j'ai un pied sur le terrain, je vois ce que font mes équipes et je m'appuie sur des observations du travail réel. Alors, écoutez, le réel, on a déjà commencé à en parler, hein. C'est la capacité à s'appuyer sur les situations de travail observées. C'est pouvoir mettre en place les moyens, les conditions de l'analyse sur le terrain. Comment il ne suffit pas de dire je vais aller voir ce qui se passe, c'est comment je l'organise, cette observation du terrain. Et ça permet d'avoir un diagnostic partagé par tous. Et que ce soit en termes d'activité ou en termes d'organisation de la prévention. Un diagnostic partagé par tous, c'est important. Celui qui réalise l'activité, c'est une source d'information très, 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 très riche. Pourquoi tu fais comme ça dans ton travail? Parce que je suis obligé, parce que ceci, parce que cela. Euh, pourquoi tu es obligé de faire... Voilà. Et après, à partir de là, on déroule et on discute. Pourquoi vous vous êtes organisé? Je prends aussi un exemple. Observer le réel, c'est observer les situations de travail, mais aussi observer comment on déploie l'organisation du travail. Je prends souvent l'exemple du livret d'accueil des nouveaux salariés. Beaucoup d'entreprises mettent en place un livret d'accueil
qui est construit de belle façon et très, 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 très riche par le service RH. Souvent, on prend un stagiaire qui vient nous faire ça très bien. Voilà, super boulot. On a un super livret d'accueil. Donc, l'accueil de nos nouveaux salariés, il est bien fait parce qu'on a un super livret d'accueil. Donc, quand on analyse le terrain, et je vous montrerai tout à l'heure, je vous présenterai un outil qui permet d'analyser ce genre de choses. Le service RH dit nous, tout va bien, on a un livret d'accueil, le nouveau salarié est très bien accueilli. Le responsable prod que j'étais moi quand j'étais en usine dit dans ces cas-là, quand on analyse comment ça se passe l'accueil des nouveaux salariés, il dit attendez, vous avez fait un super livret d'accueil, mais moi j'ai pas le temps de l'exploiter. Moi, quand j'ai ma chaîne de production qui est plantée parce qu'il me manque quelqu'un, ou que je sais qu'il va me manquer quelqu'un, la personne qui arrive, que ce soit un intérimaire, un CD, etc., en 10 minutes, elle est sur la chaîne. Donc, j'ai pas le temps de passer une demi-heure avec lui pour lui expliquer ce que c'est, etc., etc. Et là, ça devient intéressant parce qu'on écoute le réel. J'ai un livret d'accueil, mais l'autre, il dit, je ne peux pas l'exploiter. Ah, ok, alors comment on fait? Et là, on commence à réfléchir à une organisation de l'accueil des nouveaux, donc à une organisation de la prévention, pour que ça réponde aux besoins d'efficacité de la prod et aux besoins d'accueil dans des bonnes conditions, animés par les RH, mais qui est de la responsabilité de tous. Mais voilà, vous voyez un peu l'intérêt d'être sur le réel. J'ai un bon outil, mais je ne l'exploite pas. Et non pas, tu nous embêtes, pour être poli, parce que tu n'utilises pas les outils qu'on te met à ta disposition. C'est, tu n'utilises pas les outils, pourquoi tu ne les utilises pas? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui te pose problème? Et non pas, je te mets en accusation parce que tu n'utilises pas, mais qu'est-ce qui fait que dans ton quotidien, cet outil, il n'est pas exploitable? Voilà. Et là, on discute, et là, on se met autour de la table et en partant du réel, on parle de transformer l'organisation pour que ça soit plus efficace. Écouter le réel, c'est fait. Enfin, voilà, c'est une base et ça va nourrir un peu tout le reste. Après, on est dans cadrer. Cadrer une démarche de prévention, c'est établir une politique de prévention. Une politique dont la finalité est la santé des salariés. Une politique où le chef d'entreprise s'engage. C'est pas le RH, c'est pas l'animateur prévention qui s'engage. C'est le chef d'entreprise. Et je dis souvent, moi, à des animateurs prévention ou des chargés RH qui ont en charge la prévention, si votre chef d'entreprise ne s'engage pas à préserver la santé et à avoir une dynamique de santé-sécurité dans son entreprise, vous ne fatiguez pas à faire de la prévention, changez de boîte. Je le dis de manière crue, de manière brutale, mais à un moment donné, si le chef d'entreprise n'est pas convaincu que, ou s'il dit moi je veux déléguer et puis je ne veux pas en entendre parler, voilà, parce que qui a les moyens, qui a les ressources, prend les décisions de manière ultime, c'est le chef d'entreprise. Donc il faut que lui soit convaincu et il faut qu'il soit moteur et qu'il le dise et qu'il l'affiche à travers une politique. Et pas une politique papier peint, comme j'appelle, pas une politique qui embellit, une politique où il va s'engager vraiment. Moi, une politique où on met notre priorité, c'est la santé et sécurité des salariés, et nous nous engageons à préserver la santé et sécurité et à être en conformité avec ben, je lui dis non, mais dans ces cas-là, photocopier le code du travail et affichez-le. Mais je veux une vraie politique, elle doit être plus personnelle. Moi, chef d'entreprise, je m'engage à donner les moyens pour tant, à la limite, tant d'euros par mois. Ou, voilà, et nous allons réduire nous allons fixer. Sur une politique, on doit avoir des objectifs qui sont identifiés par tous. Et donc, chacun puisse dire est-ce qu'on les atteint, etc. Donc voilà, ça, c'est une politique. Cadrer, c'est aussi définir les rôles des acteurs. C'est impliquer les différentes fonctions. Là, prévention, c'est pas le boulot des RH, c'est pas que tout seul, c'est pas le boulot d'un chargé de prévention tout seul. La prévention, c'est toutes les personnes de l'entreprise, du salarié au manager intermédiaire, au grand manager, à tous les services, achats, maintenance, etc. Tout le monde doit être impliqué dedans. Je vous montrerai tout à l'heure un outil qui permet de s'assurer que chacun a une petite responsabilité et qu'on peut après ces responsabilités-là les retranscrire dans une fiche de poste. Le chargé de prévention, c'est celui qui anime, c'est pas celui qui porte tout. Sinon, son sac à dos est trop lourd, il tombe en arrière. Et quel rôle aussi on donne à l'encadrement dans la prévention? Est-ce que on les implique ou est-ce que alors on les implique avec des moyens
Ou est-ce que c'est je dirais des vérificateurs que les règles sont bien appliquées et puis point barre. Et voilà, et manager, quand on est dans l'encadrement, quand on est manager intermédiaire ou plus, euh, euh, ben, on a des capacités à être un peu plus que transmetteur de consignes, quoi, et de vérificateur que les consignes soient bien appliquées. Il faut utiliser ces compétences-là, il faut utiliser ces ressources-là, parce que c'est des personnes précieuses. On oublie souvent l'encadrement intermédiaire. Troisième condition de réussite, innover. Innover, c'est faire vivre et enrichir son organisation. C'est prendre en compte la diversité des situations de travail, la complexité des tâches à réaliser et les aléas rencontrés. On revient sur écouter le réel, mais innover, si on prend en compte toutes ces problématiques-là, ça va nous permettre d'innover sur notre activité, sur la façon dont on travaille. Et c'est aider les salariés à s'adapter, à faire preuve d'initiative et d'innovation dans leur pratique. C'est le rôle de l'encadrement de proximité. C'est j'écoute mes salariés et comment je leur réponds. Et s'ils disent ah ouais, ça serait bien, on pourrait faire comme ça, et que on leur répond pas au bout de 3 mois, c'est mort. Moi, je dis que le chef d'entreprise doit mettre en place les conditions de cette innovation. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est nous qui le disons dans nos pratiques. Mais c'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Cette innovation, elle est source d'enrichissement pour l'entreprise. Je vais vous donner un exemple. Sur un chantier BTP qu'on avait en Île-de-France, euh, ils construisaient un stade. Je ne sais plus lequel c'était, mais ils construisaient un stade. Et donc, ils assemblaient les tribunes avec des éléments préfabriqués en usine. Et pour assembler chaque élément, ben, l'élément, il arrivait sur un camion, il était pris par la grue, etc., etc. Et il était mis en place assemblé avec les autres éléments préalablement installés, et il fallait 2 heures. 2 heures pour mettre en place cet élément, et les compagnons, là, les gars sur le chantier, c'était une catastrophe parce qu'il fallait qu'ils poussent, qu'ils tirent, qu'ils machin et tout, hein. 2 heures. À un moment donné, ils étaient dans une logique de lean management, donc comme quoi c'est pas incompatible avec la prévention, parce que c'était dur pour eux de le faire. Ils ont dit, bon, comment on pourrait mieux mettre en place ces éléments? Et du coup, ils se sont réunis avec ceux qui le faisaient sur le chantier, et ils ont dit, il y en a un qui a dit, bah, moi je pense que il faudrait utiliser ça, si on avait un outil qui nous permettait de le faire comme ça, et puis si on mettait 2, 3 piges à ce endroit-là, ou 2, 3 centreurs, pour quand au moment où on l'amène, ça saute. Ouais. OK. Le manager qui a animé ça, qui était le chef de chantier, le chef de secteur, parce que c'était un gros chantier, il a été sur le chantier, et ils avaient une petite cabane, un petit atelier à cet endroit-là. Et ils ont pris 2, 3 bouts de ferraille, et ils ont vu avec le gars qui avait donné l'idée, et c'est comme ça que tu vois, ouais, comme ça, non, plutôt, OK. En une demi-journée, ils avaient fait les transformations sur lesquelles ils avaient réfléchi dans ce petit groupe sur le chantier. Et le lendemain, ils sont arrivés et ils ont les éléments suivants, ils les ont posés, non plus en 2 heures, mais en une demi-heure. Ils ont gagné en productivité, 4 fois plus rapide, et ils ont gagné en efficacité, bien sûr, et ils ont gagné en conditions de travail. Parce que pour pouvoir passer une demi-heure et tout, ils ont pas pu se forcer. Ils ont été plus intelligents dans leur travail. Et d'où venait l'idée des compagnons qui installaient les choses? Alors, en partage, etc., ils n'étaient pas tout seuls. Et c'est là le rôle de l'encadrement. Et innover, c'est ça, innover. Innover, c'est qu'est-ce qui est dans mon entreprise, comment je suis à l'écoute, et qu'est-ce qui me permet de m'adapter aux aléas, aux contraintes, etc., pour pouvoir euh, être plus efficace. Et là, on revient sur l'enjeu économique. On a divisé par 4 le temps d'installation des tribunes, et on préserve la santé et sécurité des salariés. Gagnant-gagnant. Quatrième condition de réussite, partager. Partager, c'est faire en sorte que le système ne soit pas trop rigide. Quand on est dans son petit environnement, dans son entreprise, et que, voilà, ça ronronne, c'est des difficultés, on essaye de les résoudre, mais on est entre nous. Pour éviter qu'on soit trop rigide, qu'on soit trop centré sur soi-même, et que voilà, ça ronronne trop, et ben, en fait, il faut échanger au sein d'un réseau. Il faut aussi pouvoir confronter ses points forts, ses points faibles. C'est un peu ce que vous faites aujourd'hui, enfin, dans ces cellules RH, hein, quand vous réunissez, vous partagez un certain nombre de choses, mais notamment aussi sur la prévention des risques professionnels, c'est important de pouvoir partager pour, euh, pour présenter un peu des choses qui sont faites, pour prendre les bonnes idées des autres, pour
écouter les conseils des autres, partager les bonnes pratiques, prendre du recul sur son organisation. Quand je dois présenter une action que j'ai faite dans mon entreprise, notamment, c'est le sujet du jour, sur les risques professionnels, la prévention des risques professionnels, je prends un peu de recul pour expliquer ce que c'est. Je sors la tête du guidon et je prépare une petite présentation à ce groupe-là avec lequel je vais partager. Donc, je prends un peu de recul. Et là, ça permet de déjà se poser aussi des questions. Ça permet de dynamiser l'amélioration continue, de partager. Et ça, là, je vous parle plus de partager dans un réseau en externe, mais c'est aussi communiquer dans son entreprise. Comment je communique dans mon entreprise, comment je suis, et on revient à la politique tout à l'heure où on mettait des objectifs clairs et précis, comment je communique de manière concrète. Quand j'étais en prod, moi, le responsable, j'étais dans la sous-traitance, on travaillait beaucoup pour l'automobile, mais pas que, mais le responsable qualité, donc, il gérait les coûts des non-conformités, des rebuts, comme on disait dans notre usine. Et il l'affichait, il avait un tableau de bord hebdomadaire, il l'affichait dans l'atelier. Mais plutôt que de mettre des courbes, des chiffres, des camemberts, etc., qui ne parlaient pas au gars à l'atelier, c'était des couleurs, voilà, c'était pas, c'est quelque chose que lui maîtrisait, mais que ça parlait pas. Lui, il mettait cette semaine, les rebuts nous ont coûté tant, et il mettait une voiture. Il dit, alors, suivant le coût, il mettait une voiture différente. Il pouvait mettre une Fiat Panda pour si c'était pas trop élevé, et il allait jusqu'à Mercedes. Alors maintenant, on mettrait des Tesla. Voilà, c'est pour dire le coût. Et après, il noircissait plus ou moins la voiture, mais au moins pour les personnes, on communiquait. Là, c'était sur le coût des non-qualités, mais en termes de santé, sécurité au travail, mettre en place des bons indicateurs, on va en parler tout de suite après, et être transparent et communiquer. Et reboucler sur ma politique. Moi, chef d'entreprise, j'ai décidé que mes objectifs, c'était ça. On en est où? On en est là. Réguler, c'est définir pour pas tomber dans la routine. Parce que souvent, voilà, on a mis en place à la limite, une certification qualité environnementale, sécurité. Là, maintenant, on a aussi la 45001 depuis 2018 là, qui est sortie. Bon, voilà, on entretient, on est certifié, etc. Moi, j'ai fait 4 entreprises. La Gramif, c'est ma quatrième entreprise. À chaque fois que j'arrivais, on préparait une certification, une nouvelle certification. Donc, j'ai vu 4 fois comment ça se passait. Et après, ça ronronne, quoi. Une fois qu'on a notre certification, alors oui, quelques semaines avant l'audit de renouvellement, ça mobilisait tout, mais ça ronronne. Donc, quels sont les bons outils pour ne pas être dans la routine et faire en sorte que le budget ne soit pas entretenir notre certification, mais qu'on aille un peu au-delà et qu'on puisse avoir des outils pour faire une auto-analyse et qu'on puisse se remettre en question continuellement ces actions. Est-ce que mes indicateurs sont des indicateurs de résultats ou est-ce que c'est des indicateurs de moyens? Il en faut des indicateurs de résultats. Combien j'ai d'accidents de travail, quel est mon taux de fréquence, mon taux de gravité, etc. Il faut qu'on sache où on en est. Mais c'est pas que, parce que là, on constate, c'est trop tard. Les indicateurs de moyens, c'est je suis proactif. Je vais mettre en place ça dans l'année. Je vais mettre en place des analyses de poste par les managers de proximité chacun une fois par mois. Est-ce que ça, je l'atteins? Est-ce que je l'atteins pas? Pourquoi? C'est pas, et les indicateurs, c'est pas des moyens d'évaluation. Si vous voulez évaluer une situation de travail, enfin, à travers les indicateurs, si vous voulez évaluer le fonctionnement, 9 fois sur 10, vous allez avoir des bons résultats à travers les indicateurs. Ça ne veut pas dire que ça va réellement bien se passer. Parce que si on est évalué par rapport à des indicateurs, tout le monde se débrouille pour que les indicateurs soient bons, quitte à ce que ça soit exactement la réalité, quoi. Quitte à ce que ça soit un peu en décalé par rapport à la réalité. C'est pas grave, on veut contenter le plus un, le plus, etc. On donne les bons résultats. Par contre, si vos indicateurs, les mêmes, ce pas des moyens d'évaluation, mais c'est des moyens de pilotage, là, ça devient intéressant. Parce que là, vous allez piloter le fonctionnement de l'entreprise. J'ai fixé ça comme objectif. Je ne l'ai pas atteint. Mon indicateur me dit que je suis à 80% d'objectif. Et donc, pourquoi? Pourquoi je suis qu'à 80% d'objectif? Et donc, qu'est-ce que je mets en œuvre pour atteindre 100%? Qu'est-ce qu'il aurait fallu, etc. Et là, on commence à parler de choses intéressantes. On commence à piloter, aller dans le pilotage. Si je dis, j'en ai connu des entreprises comme ça, il y en a encore.
mais notamment celle-là, là, qui disait pas d'accident de travail dans mon entreprise. S'il n'y a pas d'accident de travail, l'objectif, zéro accident de travail. Donc, zéro accident de travail dans votre secteur, si une entreprise avait plusieurs secteurs, dans votre équipe. Si à la fin de l'année, il y a zéro accident de travail, chaque salarié percevra un louis d'or. Je ne vous cache pas, hein, c'était ça. Hein. Vous imaginez le salarié qui a un accident, pas trop grave, mais qui doit être pris en charge comme un accident de travail. Mais ses collègues disent, tu ne vas pas le déclarer. Tu vas pas le déclarer, tu vas nous faire sauter le louis d'or. Imaginez un peu la perversion du truc. Pour avoir le louis d'or, on tombait dans la sous-déclaration. Et c'était vrai, on l'a constaté. Donc on leur a dit, mais arrêtez de faire ça. Arrêtez de récompenser pour ne pas avoir d'accident de travail. S'il y a des accidents de travail, posez-vous la question pourquoi il y a des accidents de travail et qu'est-ce que vous mettez en œuvre que. Mais ne donnez pas un louis d'or, parce que sinon, ils vont l'avoir, le louis d'or, et vous allez avoir moins d'accidents jusqu'au jour où vous en aurez un grave. Parce que on a souvent tendance, les études ont montré que euh, beaucoup de petits accidents, la pyramide de Bird, hein, on a un accident mortel pour X accidents graves, c'est une pyramide, hein, etc. Et à la base, plus on a d'accidents bénins ou petits accidents, plus on a de risque d'avoir un mortel. Donc, il ne faut pas les masquer, ces accidents bénins, ces accidents pas importants. Il faut lutter contre ça, parce que plus on lutte contre ces accidents bénins, moins on a de chances d'avoir un accident grave, voire mortel. Par contre, si on les masque et qu'on ne les voit pas et donc ils se développent parce que finalement on ne les pilote pas, et ben à un moment donné, l'accident grave, mortel qui va arriver, ben là, celui-là, on ne va pas le masquer. Là, ça va être un peu compliqué à gérer. Voilà. Donc réguler, c'est définir les bons outils qui vont nous permettre de. Alors justement, les outils. Vous n'avez pas de questions là jusqu'à présent? Pas de Je questions dans déroule. le chat. Ok, merci. Bon, bah, je dois être jusqu'à présent très clair. Alors, les outils que je peux vous proposer très rapidement. Je suis dans le timing là, c'est bon? Oui, ça a l'air. Les brochures INRS, Institut national de recherche en sécurité, c'est notre organisme. Alors c'est une association, mais qui dépend, qui est financée en grande partie par la sécurité sociale. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut national de recherche en sécurité. C'est nos partenaires sur toutes les recherches fondamentales et publications. Et nous, on travaille avec eux, notamment sur cette brochure-là. Moi, j'ai participé à l'élaboration de cette brochure. Donc, ils s'appuient sur nous, ingénieurs conseil, contrôleurs de sécurité des CRAMBIF et CARSAT et CGSS dans les départements d'outre-mer pour construire leur brochure. Donc, tout à l'heure, on parlait des répartir le travail, santé et sécurité au travail, qui fait quoi? C'est un ED, hein, ils sont codifiés comme ça, les brochures, elles sont codifiées comme ça, les brochures NRS. ED 6141, qui permettent de travailler, de constituer un groupe de travail, qui guide un peu une démarche là-dessus, pour lister les activités liées à la prévention dans mon entreprise, définir les différents acteurs qui seraient concernés et choisir leur niveau d'implication à travers une matrice, par exemple, RACI, qui est responsable, qui est acteur, qui est consulté et qui est informé. Voilà. Donc, ça permet de dire, ben, sur telle activité liée à la prévention, on fait intervenir euh, le chef d'entreprise, le service achat, le chargé de prévention, les instances représentatives du personnel, le médecin du travail, etc. Mais à quel niveau? Est-ce qu'ils sont participants à un groupe pour gérer cette activité-là? Est-ce qu'ils sont informés? Est-ce que c'est eux qui décident, etc. Quoi. Voilà. ED 6141. Ah oui, le D73. Toujours une brochure INRS. Construire vos indicateurs pour atteindre vos objectifs. Très intéressant, brochure très intéressante, qui reprend un petit peu ce que je vous disais. Indicateur de résultats, on constate. Indicateur de moyens, on est proactif. Je pilote à travers un certain nombre de, de- d'indicateurs et je n'évalue pas. Comment on passe de la politique aux indicateurs, avoir des indicateurs de moyens plutôt que, voilà, et piloter plutôt qu'évaluer. Et cette brochure-là, alors il y a la 6013-6014. La 6013 est plus fournie que la 6014, mais la 6014 est déjà un flyer qui explique un petit peu ce que c'est, qui va vous permettre de construire des indicateurs à partir d'une politique. Je souhaite engager plus mes managers de proximité dans la prévention. Vous verrez, il y a un exemple dedans. Et
qu'est-ce que je fais pour les engager plus? Et là, on déroule en objectif stratégique, en objectif opérationnel, après en indicateur, en valeur à atteindre, etc. Et vous verrez, c'est super intéressant. À partir de cette notion-là, on se dit, bah, comment je fais pour appliquer plus mon encadrement? Dans l'exemple, on arrive à 4-5 indicateurs qui vont permettre, des indicateurs de moyens, des indicateurs qui vont permettre d'être proactifs et de mettre en place une dynamique sur ce sujet-là. Un sujet, quatre outils pour piloter. Alors, le but du jeu, c'est pas d'avoir une forêt d'indicateurs, hein. Et encore une fois, faut se fixer les priorités. Mais les priorités, on se les fixe comment? On verra tout de suite après. Je vous ai parlé tout à l'heure de création et conception des lieux de travail. Il y a une petite brochure qui s'appelle l'ED 6096 qui, en 10 points clés, vous permet, vous, maître d'ouvrage occasionnel sur construction d'un nouveau bâtiment ou entre guillemets, maître d'ouvrage pour une réorganisation, etc., etc. J'ai 10 points clés qui vont me permettre de ne rien oublier dans ma conception pour pouvoir avoir un bon environnement de travail, une bonne organisation de mon travail. Et ça peut servir d'appui aussi de travailler avec un architecte au moment où on est sur la conception de ces espaces-là, quoi. Qui est complété par une autre brochure, le D950. Mais là, on est vraiment, on rentre vraiment dans le détail. La 6096 est vraiment beaucoup plus pratico-pratique. C'est une brochure 4 volets, là, on ouvre et puis c'est très schématique, etc. C'est très intéressant. Il y a des outils web qui sont mis en ligne aussi sur le site de l'INRS. Comment agir suite à un accident de travail? Alors, ça s'adresse plus aux entreprises de moins de 50 salariés, donc je pense que c'est plus ce qui vous concerne aussi. Voilà. Un accident de travail, malheureusement, il s'est produit. Ça ne s'arrête pas à je déclare et puis je croise les doigts pour que ça n'arrive plus, quoi. Un accident de travail, ça s'analyse. Et on revient dans le j'écoute le réel. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet accident se produise? Et non pas qui est responsable de cet accident. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour que cet accident se produise. Il s'est passé que. Et alors, il y a la méthode d'analyse par l'arbre des causes, vous en avez peut-être déjà entendu parler. On recense, on recueille les faits, on essaye de voir qu'est-ce qui s'est déroulé, et après on construit un arbre des causes. Qu'a-t-il fallu pour que j'ai une coupure à la main? Ben, il a fallu que ma main elle s'approche de tel outil, etc. Etc. Et on essaye donc pourquoi il a fallu, parce qu'il a fallu, etc. L'arbre des causes. Un peu, c'est une méthode très bien. Si vous avez l'occasion de faire une formation là-dessus, allez-y, parce que ça va vous ouvrir un certain nombre de façons de voir, permettre. Mais là, l'UNRS a mis en ligne un outil qui vous permet d'agir suite à un accident de travail. Donc, c'est un outil web et ça vous donne en même temps, ça vous permet de répondre à un certain nombre de questions de manière assez rapide. Le but du jeu, c'est de ne pas travailler dans son coin tout seul, hein. Encore une fois, travailler en équipe quand il y a un problème comme ça, notamment un accident, essayer de travailler avec des différentes personnes concernées. Parce que si on travaille tout seul dans son coin, on va plus vite, hein. Mais on n'est pas forcément, on n'a pas forcément la vraie vision des choses. On a sa vision, on a coché 4 cases, on est content, mais on n'a pas fait grand-chose au final. Au final, pas grand-chose d'efficace. Donc voilà. Travailler en équipe avec cet outil, sur guide d'enquête, et ça vous donne après des actions à mener pour pouvoir après transformer les choses, quoi. Un outil web aussi très intéressant, un petit peu plus compliqué, un petit peu plus lourd à mettre en œuvre, mais voilà, qui sait aussi se structure. Et là, moi, je peux vous aider parce que j'ai fait partie de ceux qui ont conçu ce nouvel outil en ligne. Il existe depuis longtemps, mais il a été basculé 2019 en ligne. Une grille de positionnement en santé sécurité au travail, la GPSST. Ça permet d'évaluer. Alors, vous avez l'évaluation des risques, qui est une obligation réglementaire, qui doit s'appuyer sur le travail réel, c'est-à-dire on part d'activités réalisées par les salariés et en fonction de ce qu'ils réalisent comme activité, on regarde à quels risques ils sont exposés. Bien souvent, on voit des analyses de risques où on dit bon, qu'est-ce que j'ai comme risque dans mon entreprise? Alors, j'ai un risque électrique, j'ai un risque de chute de hauteur, j'ai un risque chimique, etc. Et qui c'est qui va être concerné par ça? Non. Là, on est sur du travail prescrit. Nous préférons que on analyse les situations de travail réelles. Qu'est-ce que je fais dans mon entreprise? C'est quoi le boulot? Et après, ça expose mon salarié à quel risque?
Et après, je les hiérarchise et c'est ça l'évaluation des risques. Et en fonction du classement que j'ai de ces risques, je mets en place des actions pour réduire les risques, etc. Là, ce que je vous disais, c'est on est sur les risques. La grille de positionnement en santé-sécurité, c'est l'analyse, en écoutant le réel, dont je vous parlais déjà tout à l'heure, de l'organisation du travail. Il y a 7 thèmes. 7 thèmes, comment j'évalue mes accidents de travail, comment je conçois mes nouvelles activités, comment se déploie la formation, etc. 7 thèmes. La communication, l'implication de la direction, etc. Donc sur l'organisation de la prévention. Donc c'est écouter le réel, aussi sur l'organisation de la prévention. Mesurer, c'est pas un document d'évaluation, c'est un document de positionnement. On n'en ressort pas une note absolue, on ressort, alors, il y a des cotations hein, par thème, et on en ressort une cotation par thème qui est le fruit d'un consensus. C'est entre 0 et 100, hein. Donc, si dans le consensus, c'est les gens qu'on a mis autour de la table, encore une fois, de manière pluridisciplinaire de l'entreprise, si on est si on dit, bah voilà, nous on est à 45, une entreprise sur la même chose va dire, nous on est à 65. Et c'est pas grave. Nous, c'est pas, c'est un outil interne à l'entreprise, c'est un outil de positionnement. L'intérêt, c'est pas la valeur absolue, c'est ça va vous permettre d'identifier des situations d'organisation prioritaire à traiter en termes de prévention, et ça va vous permettre de définir des actions et après de faire évoluer votre pratique de l'organisation de la prévention, donc votre maturité de l'entreprise en prévention, quoi. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que on ne sait jamais par quoi commencer quand on veut organiser la prévention dans son entreprise. Donc, moi, je dis toujours, première chose, formez-vous. Deuxième chose, vous revenez de formation, vous êtes en panique totale. Moi, j'ai rencontré un responsable santé-sécurité une fois qui est revenu de plusieurs semaines étagées sur des mois mais de formation, 3, 4 semaines, et qui m'a dit, voilà, je suis perdu. Je crois que la première chose que je vais mettre en place, c'est un registre danger grave et imminent. Je dis, OK, c'est bien, mais c'est peut-être pas, en termes de structure, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante. Faites une grille GPS-ST et compte tenu des connaissances que vous avez acquises dans votre formation sur la prévention des risques professionnels, vous verrez apparaître les priorités et par quoi commencer, quoi. Voilà. Autant l'analyse des risques est obligatoire et nécessaire et déjà permet de mettre en place un certain nombre d'actions, autant ça, vous allez pouvoir travailler sur l'organisation de la prévention et savoir par quel bout commencer. Parce que sinon, c'est une nébuleuse totalement complexe et ça fait peur, quoi. Voilà, et le site INRS, dans sa globalité, est aussi un outil très intéressant. Vous y retrouverez dedans tout un tas de choses, hein. Vous pouvez avoir une entrée par risque, vous pouvez avoir une entrée par métier, et vous trouvez des brochures, des outils, des publications qui sont faites, des invitations à des journées techniques sur un thème plus précis, etc., etc., quoi. Donc voilà. Et puis vous avez aussi une newsletter avec l'INRS qui vous permet de vous abonner vous avez un journal qui s'appelle Travail et sécurité auquel vous pouvez vous abonner, qui reprend un certain nombre de notions. Derniers outils que je vais vous présenter, je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est les aides financières qu'on peut mettre en place, CRAMIF, vis-à-vis des entreprises. Alors c'est là pour les CARSAT, mais nous, on va ne travailler qu'avec les entreprises de l'Île-de-France, donc Seine-et-Marne nous concernant. Alors, il y a les subventions de prévention pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ça, c'est quelque chose qu'on ne gère pas au niveau de l'antenne du 77. Il faut passer par votre interface Net Entreprise. C'est du prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'on propose un certain nombre d'aides sur des outils qui vont être prédéfinis. Euh, dans le BTP, par exemple, des échafaudages avec une liste de matériel d'échafaudage. Pour la manutention, on a des aides avec une liste de matériel qu'on va pouvoir financer, etc. Il y a des choses qui sont un peu moins prêtes à porter, mais il faut faire un diagnostic avec une personne compétente, notamment un ergonome, mais pas que, sur une situation et avoir un plan d'action qui dit, moi, il faudrait que je m'équipe ceci, cela. Et à ce moment-là, alors sur les troubles musculo-squelettiques, on peut mettre en place un accompagnement. Voilà, vous avez le détail sur le site internet de la CRAMIF à cette adresse-là de toutes les subventions de prévention qu'on peut vous proposer. On plafonne à 25 000 € notre aide, sachant qu'on est plutôt autour de 50%
de subvention là-dessus. Donc, ça veut dire que votre investissement qu'on prendra en compte est maximum 50 000 euros. Et nous, on vous aidera à hauteur de 25 000 euros. Là, on en a une, par exemple, régionale. On finance les caisses sécurisées dans les commerces de détail. Vous voyez de plus en plus dans les boulangeries, on ne tend plus la monnaie au boulanger. Il y a une caisse devant, on met soit des billets, des pièces, la carte bleue. C'est ça, nous, on le finance parce que ça a un certain nombre d'avantages au niveau de prévention. Au-delà de la subvention prévention, pour les entreprises de moins de 200 salariés, s'il y a une convention entre la profession et la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, on peut faire un contrat de prévention. Là, il faut passer par l'antenne départementale de la CRAMIF. Vous aurez les coordonnées juste derrière. C'est du sur-mesure. On finance entre 15 et 70% de l'investissement. Plus on est sur du productif, moins on va subventionner, hein. Si vous rentabilisez votre machine ou votre équipement en 6 mois, euh, un an, plutôt un an, bah, on va pas vous aider trop parce que voilà, c'est pas le but. Mais par contre, si on est sur de la sonorisation, choses comme ça, là, on va plutôt près des 50%. Et si on est sur des formations assez spécifiques qui vont apporter quelque chose dans le fonctionnement, dans l'organisation de la prévention, là, on va être sur du 70% de financement. Et ça, ça se construit avec l'agent, le contrôleur de sécurité de secteur, qui vient vous voir et puis qui voit un peu votre projet, qui essaye de voir si on ne peut pas taper plus large, parce que l'idée, c'est aussi de vous faire bénéficier d'un maximum d'aide. On n'est pas plafonné à 25 000, on est plutôt plafonné autour de 60 000 euros, voire plus. S'il y a vraiment un vrai projet, un beau projet, là, nous, on peut monter au siège et puis défendre ce projet-là, parce que ça nous fait plaisir aussi de pouvoir vous accompagner sur quelque chose qui a du corps, quoi. Voilà, alors pour nous contacter, vous pouvez nous contacter à l'antenne de prévention de Seine-et-Marne de la CRAMIF par ce mail-là, générique, ou par ce téléphone-là. Vous avez le site cramif.fr, espace employeur. Vous pouvez aller vous promener pour voir ce qu'il y a. Et vous avez aussi le site Amélie Seine-et-Marne Entreprise, Amélie Entreprise en fait, qui reprend un certain nombre de choses au niveau national, en complément de ce que vous trouvez sur la CRAMIF, quoi. Voilà. Voilà. Alors, merci de votre attention. Ouais, moi, j'en ai fini pour cette présentation globale. N'oubliez pas de mettre de l'humain. Je termine toujours ce dessin-là. N'oubliez pas de mettre de l'humain. Une entreprise, c'est OK, du business, de l'objectif. Et il faut bien mettre de l'humain. Et il reste des gens qui n'en ont pas conscience et qui savent même pas comment on écrirait humain. Bon, c'est une boutade, mais voilà, c'est pour mettre les choses un petit peu en perspective. Je crois qu'il y a des questions parce que j'ai vu un petit point rouge apparaître sur conversation.